Fait que l'histoire de Ecstatic Temple, Temple extatique, ou l'histoire de comment je suis devenue entrepreneur un peu malgré moi, l'histoire de comment vous êtes tous ici aujourd'hui, l'histoire de comment j'ai donné naissance à ce truc que je comprends toujours pas ce qui s'est passé, mais c'est arrivé. Euh, pour l'histoire, j'ai pas d'enfant et il y a eu un moment en 2019 où j'avais des visions où j'étais enceinte. J'arrêtais pas, j'arrêtais pas. Puis à ce moment-là, je me disais, mais c'est soit professionnel, soit j'ai vraiment un enfant, parce qu'à cette époque, je me posais encore la question. Puis je vais reprendre le début de comment ça a commencé, mais il y a vraiment eu un moment en 2019 où je voyais comme cette séparation, puis c'est le temple qui est parti dans cette direction. Fait que quand je dis que c'est mon bébé, c'est pas juste une image. S'il y en a d'entre vous qui sont entrepreneurs, vous savez ce que c'est. Puis j'ai aucune idée de ce que c'est d'être parent d'un vrai enfant qui est sorti de votre ventre ou du ventre de votre partenaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des parallèles quand même avec ça. Fait que on va remonter en arrière. Alors je ne saurais pas exactement quelle année, mais il y a quelqu'un à Montréal qui s'appelle Stéphane Crête, que vous connaissez peut-être sous son son autre métier qui est acteur, comédien. Et Stéphane, parmi différents voyages, il s'est retrouvé en Californie. Il a découvert les cuddle parties, donc les événements de câlins. Il a ramené ça à Montréal. Il a commencé à tenir des événements qui s'appelaient les salons du tendre. Et moi, j'ai pas connu les salons du tendre. Par contre, j'ai connu le petit frère, qu'est-ce que les salons du tendre a créé, c'est-à-dire Cozy. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent Cozy, qui avait été... ouais. Fait que Stéphane Crête ayant créé ces événements, il y a Solomon Kruger, qui est quelqu'un qui faisait des événements de danse et d'authentic relating, qui a dit, mais c'est vraiment intéressant, moi j'ai envie de continuer ce que tu fais. Donc il a créé Cozy. Cozy, c'est l'équivalent des cuddles. Ça avait lieu tous les dimanches à Montréal. Ça a duré pendant 4 ou 5 ans, je pense. Et Solomon avait créé Flowland. Flowland, c'était un loft comme ici, où il y avait des événements. Il y avait quelque chose d'assez similaire à ce que finalement est devenu Ecstatic Temple. Et moi, dans cette période, j'ai découvert Cozy. J'y allais au moins une fois par mois, si c'est pas plus, pendant pratiquement 2 ans. Et à cette époque, j'étais déjà dans un cheminement. J'étais au tout début de mon cheminement spirituel, mais j'étais déjà dans des espaces sex positifs. Fait que j'avais de la curiosité sur les espaces de partage, BDSM, etc. Mais je me reconnaissais pas du tout dans les clubs libertins. Ça me parlait pas du tout. Pour ceux qui étaient là vendredi, je suis méga kinky, mais j'ai jamais été dans un donjon. Fait qu'il y avait quelque chose de, je me voyais pas aller dans ces endroits-là. Fait qu'on on est à peu près en 2017, on est toute une gang de personnes, on va causer ensemble, puis on fait des week-ends en chalet. Puis dans les week-ends en chalet, on se retrouve à faire l'amour dans le même espace. Pas nécessairement ensemble, mais on est juste là, puis on a vraiment des beaux moments. On se fait des câlins tout nus dans le lit le matin, puis on est comme waouh. Je me souviens d'une fin de semaine en particulier où on rentre, on est complètement high sur l'ocytocine et on se dit mais comment on fait pour que ça devienne quelque chose de régulier. Ça c'était en mai 2017. Et pendant 1 an, j'ai cette idée qui est là. Je suis comme hey, ça serait vraiment cool d'avoir des cosy mais avec de la sexualité. Ah, faudrait faire ça. Puis j'en parle autour de moi. Puis moi à l'époque, je suis pas facilitatrice, là, je suis personne. Il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu le fais pas? Moi, t'es sûre? Fait qu'on arrive en 2018. Il y a quelqu'un qui s'appelle Dominique, qui fait de la danse contact impro, qui organise des water cozy chez lui. Donc, il y a une piscine, il y a une petite cour intérieure. Et il me dit, j'ai envie que tu viennes faciliter quelque chose. Viens offrir un cacao. OK. Fait que j'arrive chez lui, puis il me dit, tu facilites ce soir. Wow! Ça, c'était quelque part comme août 2018. Donc, je me suis retrouvée à faciliter un truc. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je faisais un peu de l'accompagnement en massothérapie puis en coaching. J'étais vraiment au début de ça aussi. Et en fait, le moment où je me suis retrouvée à parler devant le groupe, c'était juste super naturel. J'étais comme, oh, OK. Fait que, au mois de novembre, a eu lieu le premier temple, que j'ai appelé donc Ecstatic Temple. À l'époque, c'était le nom de l'événement. Le nom, il m'est juste popé comme ça. J'avais jamais fait de temple nulle part ailleurs. Je sais pas pourquoi le nom est venu comme ça. J'avais aussi fait un événement qui s'appelait Love Temple, que Solomon avait organisé au mois de janvier de cette même année, où c'était une fin de semaine au Toit du Monde.
Puis il y avait plein de trucs que je voyais, c'était comme, OK, il y a une super bonne idée, mais ça marche pas du tout, leur affaire. Tout mon esprit critique avait embarqué. Donc, novembre 2018, je loue un loft très similaire à celui-là dans l'immeuble juste à côté d'ici, chez Coco, pour ceux qui le connaissent aussi. Et on a notre premier temple. Fait qu'à l'époque, je donne des noms parce que c'est important pour moi d'honorer les personnes qui ont participé à cette histoire. Il y a Chad qui m'avait aidé à co-créer ce temple. Je sais pas s'il y en a qui étaient là, d'entre vous. Non. Maya était là. Et à l'époque, c'était beaucoup de gens que j'avais rencontrés à Cozy. Donc, premier temple, novembre 2018, premier événement. Il y a quelqu'un dans cette communauté-là qui était un ami à moi, qui s'appelle Andrés, qui, après le premier temple, me dit « Hello, je veux travailler avec toi, c'est vraiment un truc, j'ai une vision, faut qu'on fasse quelque chose avec ça. » OK. Fait que pendant l'année entre novembre 2018 et juillet 2019, on organise des temples. Fait qu'il y a 2 événements qui se passent dans l'immeuble à côté. Il y a 2 événements qui se passent à Feu, Slackline, Montréal, qui sont de l'autre côté de la traque de chemin de fer. 2 événements qui se passent dans un autre lieu sur le plateau. À chaque fois, on transporte des futons. Fait que j'ai un stock de futons chez nous que mon chum de l'époque m'aide à transporter. On réalise avec Andrés que il faut qu'on crée un atelier d'intro parce que les gens arrivent, ils savent pas quoi faire dans un temple. Ils vont dans Cozy, mais quand ils arrivent dans un temple, ils savent pas trop quoi faire. Donc on crée l'atelier d'introduction à l'époque, qui est devenu l'atelier 3C, mais qui n'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Et Andrés, il a cette vision. Lui, il voit vraiment qu'est-ce que ça peut devenir. Il voit vraiment le potentiel. Il me dit, j'imagine un lieu, il y aurait plusieurs événements par semaine, puis là, il y aurait ci, puis il y aurait ça. Puis je suis comme, waouh, t'es bien intense. Si vous connaissez Andrés, il est très intense. Beaucoup d'amour pour Andrés. Et puis, petit à petit, on se dit, mais ça nous prend un lieu, là, c'est pas possible d'essayer de trouver des endroits qui vont accepter ce qu'on fait, ou, tu sais, à l'époque, moi, c'était complètement secret, là, j'assumais pas du tout que je faisais ce genre d'événement-là, c'est comme, fait que c'était un peu compliqué, et vers le début de l'été, on se dit, peut-être ça serait cool d'avoir notre propre lieu. Fait que je check Kijiji, quelque part comme mi-juillet 2019, je tombe sur cet endroit qui était pas du tout ce que c'est en ce moment. On visite le soir même, donc Andrés, mon chum de l'époque, Eric, et moi, on visite, on se retrouve au Parc Market, on discute, on fait quoi? On signe. Le lendemain, je dis oui, on signe le lendemain matin. C'était comme ça, c'est passé comme ça. Fait que je dis on, mais c'est moi qui ai signé, c'était à mon nom, parce que Andrés n'avait pas la capacité financière de s'engager là-dessus. Fait que août 2019, on a signé le bail ici. Pour vous donner une idée, ce local, quand on l'a visité, il était rempli de... Je saurais même pas expliquer. Il y avait des immenses comme étagères partout. Il y avait une moto, il y avait une imprimante 3D. Le dude, il avait une plateforme, il dormait dans sa chambre. Fallait vraiment avoir une idée du potentiel. Et entre août et septembre, Andrés a tout repeint. Avec l'aide de Rémi, une autre personne qui fait du shibari, qui est plus dans la communauté. Ils ont construit les meubles, ils ont refait la salle de bain, ils ont refait la cuisine, construit le rig de shibari, c'est un rig de shibari, si vous ne saviez pas. Il y a d'autres personnes qui ont aidé, je vais aussi nommer leurs noms, Nancy, Liane, Nadine Robillard, qui sont venues pour aider à imaginer l'espace, à quoi ça pouvait ressembler. On arrive en septembre 2019, premier tendre, parce que moi, je voyais bien que les temples, là, c'était comme un peu intense pour les gens. Fait que j'étais comme, on pourrait créer un truc intermédiaire. Donc, le premier événement qui a eu lieu officiellement ici, c'était le premier tendre. Donc, c'est pour ça que l'anniversaire du temple, c'est en septembre. C'est parce que c'est l'anniversaire du premier tendre qu'on a fait dans cet espace-là. Et j'ai utilisé le mot tendre, en fait, en honneur du salon du tendre de Stéphane Crête. Stéphane était présent aux premiers événements du temple ici, puis c'était le parrain d'Ecstatic Temple. Fait qu'on commence en 2019. Et puis, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Je pense que tout le monde s'en souvient. On s'est pris une pandémie dans la face. Fait qu'on a tout mis en pause pendant plusieurs mois. Et là, on a fait des trucs vraiment cool. On a fait des temples en ligne sur Zoom. Ouais. Ouais. Fait que là encore, beaucoup de gratitude parce que c'était sur donation, puis ça a fait que j'ai pu payer le loyer ici parce que je pouvais pas recevoir de clients, puis je pouvais pas faire d'événements, puis le loyer, il fallait que je le couvre, mais j'avais pas les moyens j'avais pas de revenus non plus. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui voulaient que ce truc-là existe. Fait qu'on a fait des temples en ligne, on a fait des self-pleasure circles en ligne. C'était vraiment wild.
On a refait quelques événements en 2020 jusqu'à ce que ça reparte pendant l'automne-hiver. Fait que là, il n'y a pas eu d'événements pendant 9 mois entre l'hiver 2020 puis l'été 2021. Puis moi, à l'été 2021, j'ai dit comme fuck that shit, ça se peut pas. Là, on n'arrête pas, on continue. Quoi qu'il se passe, on continue. Alors, on s'est fait traiter de anti-vax, on s'est fait traiter de toutes sortes d'affaires parce que j'ai refusé de demander le passeport vaccinal pour les événements. Je précise que je suis pas anti-vax, mais j'avais vraiment un désir qu'on puisse se retrouver pour ceux et celles pour qui c'était confortable à ce moment-là parce qu'on avait vraiment besoin de ça. On a fait des temples à distance, on a fait des temples avec des masques, on a fait toutes sortes d'affaires. C'était très intéressant ces 2 années-là. Fait que je dirais que jusqu'à début 2022, j'ai vraiment décidé de réinvestir ce projet, la vision d'Andrés, puis de dire, bon, ben là, ça se passe. Entre-temps, Flowland avait fermé, donc il n'y avait plus de COSI. Fait qu'on s'est dit, ben ça prend des cadres parce qu'il faut que les gens ils puissent commencer quelque part. On peut pas les faire juste arriver. Moi, j'ai besoin de filtrer. La communauté comme grossissait quand même pas mal. C'était tout du bouche à oreille. Ouais, il y avait vraiment comme quelque chose dans l'air. Puis il y avait un besoin. En même temps, il y avait de la peur post-pandémie. Tu sais, il y avait comme moi, qu'est-ce qu'on fait? Les gens étaient comme pas sûrs. C'est les événements qui ont eu lieu entre 2020, on faisait des événements à 12-13. 2021, on montait jusqu'à 17. Tu sais, c'est rare qu'on était 30. Là. C'était vraiment rare qu'on était 30. Il y a Simon Lemay qui m'a rejoint dans cette période-là aussi, qui commençait à travailler avec moi. Puis je veux vraiment l'honorer parce qu'il a fait énormément d'heures de bénévolat. Puis je lui ai pitché plein d'affaires que, genre, on savait pas ce qu'on faisait. Là, on était comme, on essaye des trucs, puis ça marche, on sait pas. Je parle pas juste de faciliter les événements, là. Je parle de toute la logistique. Tu sais, on a commencé à réaliser, ça prend un messenger spécifique parce qu'on peut pas gérer ça sur notre messenger perso. Faut une plateforme d'inscription parce qu'on peut pas prendre des virements Interact. Tu sais, c'est comme tranquillement, pas vite. Fait que 2022, j'ai décidé que Ecstatic Temple allait devenir vraiment un gros truc, puis de relancer un gros truc. La forme que ça a à peu près aujourd'hui, j'avais vraiment ce désir-là. Je pense que Maya a commencé à faciliter en 2022. Puis Mathieu, tu me rappelleras, toi, je me souviens plus de... Ouais. Parce que c'est ça, j'ai rencontré Mathieu dans cette période-là, mais c'était pas... Est-ce que je peux dire comment? Mathieu, ça a été mon client en coaching. Ensuite, il est venu aux événements du temple. Ensuite, il a demandé à aider comme assistant. Et puis, comme beaucoup de personnes, c'est ça qui se passe. Fait que 2022, j'ai failli faire un burn-out. Je suis passée vraiment proche du burn-out. À cette époque aussi, il y a Max, avec qui j'étais en relation depuis 1 an et demi, qui a commencé à comme aider un peu plus. Moi, je l'ai un peu embarqué pour faciliter avec moi. Lui aussi sortait, il était pas du tout facilitateur. Maya aussi, je l'ai embarquée. Elle savait faire des trucs. J'étais comme, Maya, je veux que tu facilites autant. J'étais comme, OK. Donc 2022, j'ai failli faire un burn-out. Fait que ça a été la première fois où j'ai hésité à tout arrêter. Et puis, en 2023, après comme ups and downs, il y a eu la retraite immersion, la première retraite immersion. Et là, j'étais vraiment au bord de tout arrêter. Là, j'étais épuisée. Faut savoir aussi que c'était tout moi qui payais, c'était mon argent. Là. C'était vraiment comme, je finançais. Oui, il y avait des revenus, mais j'avais pas vraiment réalisé parce que j'avais ma business à côté, je voyais des clients, fait que je travaillais vraiment beaucoup. Et je réalisais pas vraiment qu'est-ce que j'investissais versus qu'est-ce que ça me redonnait comme argent. J'ai aussi eu l'aide de Christian Valin, que j'avais embauché pendant quelques mois pour m'aider à essayer de faire une structure un peu mieux. Et donc 2023, la retraite immersion arrive. Moi, je suis au bord de tout arrêter. Je suis fucking épuisée. J'ai juste comme, j'en peux plus. La retraite a lieu et c'est extraordinaire. Il y en a qui étaient là. Ouais. Et je réalise que Ecstatic Temple, c'est une communauté. Puis, en fait, depuis 2018, il y avait tout ça, puis je tirais ce truc avec l'aide de certaines personnes, mais c'était dur. Puis en 2023, je fais oh, OK, c'est une communauté. Puis je peux pas arrêter ça. Je peux juste pas lâcher ce truc. C'est trop beau. C'est trop puissant. C'est trop spécial. Fait que j'ai décidé de transformer ça en OBNL parce que je savais que je pouvais plus tenir ça toute seule. C'était vraiment pas possible. Je suis pas entrepreneur comme oui, mais non. Je suis une visionnaire. Moi, j'ai des bonnes idées, mais je suis aussi difficile à suivre parce que j'ai 8000 idées. Les gens qui travaillent avec moi, merci. C'est comme... donc, j'ai pris 2 mois de vacances après la retraite immersion et ensuite, on s'est rassemblés au mois de septembre 2023. On a fait une petite retraite de 3-4 jours. J'avais la COVID, c'était le fun.
Et on a commencé à imaginer des idées de qu'est-ce que ça allait être, cette OBNL. Meta était là, entre autres. Alfonso, Isabeau, Christian, Maya, Mathieu, Max. J'oublie-tu des gens qui étaient là dans cette retraite? Mine, ouais. Fait qu'on a créé l'OBNL, on a signé les papiers de l'OBNL en septembre 2023. Officiellement, on a commencé à fonctionner comme OBNL en novembre 2023. C'est-à-dire que tout ce qui était sur mes comptes ont été transitionnés. On a dû faire tout un changement. On a réinvesti une nouvelle plateforme. Ça a été énormément de travail pour créer ça. Et donc, depuis l'automne 2023, on fonctionne comme OBNL. Donc, j'ai accepté d'être directrice générale un peu en résistance, mais en me disant, c'est moi qui dois faire cette job-là. Et ça fait 2 ans qu'on travaille pas mal. On continue d'être pas mal bénévole. Quand j'ai donné mes chiffres à Mathieu Pimine pour qu'il fasse un budget, ils m'ont dit, mais en fait, tu payes pour que ça existe depuis des années. Je suis comme, ah, ok. Et je parlais pas de l'investissement physique de tout ce que j'avais acheté, mais vraiment de... Puis ça, c'était sans le temps que je passais sur les heures que je passais. Puis il n'y a pas juste moi qui ai passé des heures là-dessus, mais ça reste que c'était vraiment comme... C'était tout énergétiquement, c'était tout dans mes comptes. Puis ça m'a fait prendre conscience pourquoi j'étais brûlée. Parce qu'il y avait vraiment des leaks de comment je gérais ma comptabilité. C'était pas très taille. Ouais. Fait que Ecstatic Temple, ça s'inscrit dans quelque chose de plus large. Je vous parle du fil conducteur. Puis, à travers de ça, moi, je me suis formée, j'ai fait entre autres ISTA, pour ceux qui connaissent, International School of Temple Arts. J'ai fait 11 trainings avec eux, j'ai fait d'autres trainings. Fait que j'ai comme découvert la culture des temples. C'est pas juste un truc qui est arrivé ici. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir fait des trainings en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique centrale, il n'y a pas d'endroit comme ça qui existe ailleurs, que je sache. Et à chaque fois que je finis ces retraites, qui sont des retraites d'une semaine dans lesquelles il y a du travail émotionnel, énergétique, etc., les gens sont souvent comme « Ah, mais qu'est-ce qui se passe quand je rentre à la maison? » Puis moi, je sais que quand je rentre à la maison, il y a ça. Puis qu'est-ce qu'on a? C'est toutes les semaines. On a des temples à tous les mois, on a des tendres à toutes les 3 semaines, on a des cordons à toutes les semaines. Fait qu'il y a une culture, il y a une vie qui se passe qui fait qu'on peut nourrir ça. Et en ce moment, dans le monde, il y a des temples qui sont en train d'émerger à plein d'endroits. Je connais plein de personnes qui sont en train d'essayer d'en créer. C'est difficile. Pour beaucoup d'entre eux, une des choses auxquelles ils se confrontent, c'est les prix des loyers. Donc, on est très, très chanceux d'avoir cet endroit-là ici qui coûte pas très cher. C'est la mobilisation de la communauté. Les gens ne s'engagent pas nécessairement. Il y a Joe Jam qui m'expliquait qu'à Paris, il y a eu plusieurs communautés qui ont essayé d'émerger. Il y a eu des enjeux des trucs d'abus, de pouvoir, des gens qui sont fait call-out. Fait qu'il y a quelque chose de spécial à Montréal qui fait que je crois que la base de la culture montréalaise est déjà il y a déjà un terreau qui est très fertile. Parce que c'est de mon expérience de Française qui a immigré ici à 13 ans, il y a une grande tolérance, une grande ouverture d'esprit. Il y a un multiculturalisme. Même si on est tous très blancs, malheureusement, ici, ça reste qu'on a pour beaucoup d'entre nous des backgrounds de différentes origines. Il y a le chemin qu'ont fait les générations avant vous pour instaurer plus de féminisme et plus d'égalité entre les genres. Fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment précieux et qui fait qu'on peut construire là-dessus ce qu'on est en train de faire. Il y a une ouverture spirituelle aussi. Fait que je sais pas c'est quoi le miracle qui fait que ça existe depuis 7 ans, mais ça existe. Puis il y a des gens qui continuent d'arriver avec Ecstatic Temple qui sont comme je sais pas trop pourquoi je suis là. Puis qui font comme waouh. Il y a des gens qui sont très très challengés aussi. Et ouais. Je pense que c'est écrit sur le site, là, on est en train de construire une nouvelle culture. Fait que le mot culture, c'est une quantité de valeurs partagées par un même groupe d'individus, de valeurs, de codes et de règles. Ça a l'air un peu rigide comme ça, mais c'est comme s'il y a des ententes tacites qui existent dans un même groupe, d'une même culture. Des rituels,
des dates clés. Fait que quand je vous dis ça, j'imagine que ça vous parle parce que moi, ce que je vois, c'est que depuis qu'Ecstatic Temple existe, de la même manière que moi, j'ai été inspirée de Cozy puis de Flowland, il y a des gens qui s'inspirent de ce qu'on fait ici pour créer leurs propres événements. Puis je regarde ça aujourd'hui avec beaucoup, beaucoup de joie parce que ça veut dire que ce qu'on fait, c'est en train de se rendre à plus grande échelle. Et je le vois pas comme une compétition négative, en fait. Je le vois vraiment comme, waouh, enfin, ces choses-là deviennent plus connues. Le consentement, suite à tous les mouvements MeToo qui ont eu lieu aussi, c'est comme beaucoup plus, on comprend mieux c'est quoi le consentement. On en parle beaucoup plus. Il y a une émergence aussi du tantra, donc comme dans, en fait, sous la forme du néo-tantra, mais ça reste que, qu'est-ce qu'on fait ici, même si on n'a jamais mis l'étiquette, c'est du néo-tantra en grande partie. Pour l'aspect spirituel, dont on parle pas nécessairement dans les événements d'entrée au temple, mais moi, je m'inspire beaucoup de pratiques chamaniques aussi. Fait qu'il y a vraiment un genre de chaudron, de mélange de trucs qui est en train de se faire et qui est en train de développer, pas juste avec Ecstatic Temple, mais ailleurs dans le monde, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire. Et la particularité de ce qu'on fait ici, c'est qu'on va vivre, on va apprendre ces choses-là par l'expérience, par l'absorption, en étant en contact et dans la pratique concrète de ces choses-là. C'est pas des choses qu'on apprend dans un livre, c'est pas des choses qu'on apprend sur les bancs de l'école. Et je le dis souvent, mais quand vous sortez d'un événement, ce que vous portez, vous allez l'appliquer dans la vie de tous les jours. Vous allez raisonner quelque chose de différent, vous allez communiquer différemment autour de vous. C'est ce côté ripple effect qui se passe, qui est vraiment basé sur le fait d'expérimenter quelque chose, puis que ça rentre dans nos cellules, dans notre système nerveux, ça rentre pas par ici, ça rentre par là. Ça rentre dans notre cœur, ça rentre dans notre sexe, ça rentre dans notre corps. Bon, je pourrais parler encore longtemps, puis je suis sûre que j'ai dépassé mon temps. Et qu'on arrive à aujourd'hui, donc comme je disais, ça fait 2 ans et demi que l'OBNL existe. On travaille fort. Je pense que vous le savez. Et ce qui s'est passé jusqu'à date, c'est que des gens comme moi, qui ont ensuite été suivis par Maya, Mathieu, puis par Sylvie, puis à l'époque, il y avait Simon Lemay, on croit en quelque chose. Puis qu'est-ce qui nous donne beaucoup d'énergie, c'est vous. Quand on voit ce que vous vivez dans les événements, ça nous donne l'énergie de faire tout le reste de la shit qu'on n'a pas envie de faire par ailleurs. Ça nous donne la motivation de passer des heures comme des meetings, travailler sur des plateformes, répondre à des trucs sur Messenger, puis de se prendre aussi tout ce qui vient avec, c'est-à-dire que en s'asseyant à la place à laquelle je suis en ce moment, ou qui est normalement ici, mais on se met aussi extrêmement vulnérable aux projections et aux attentes envers nous. On représente une figure d'autorité, une figure de sachant, et ça vient avec toutes sortes de choses. Ça fait partie de la job. Puis une partie qui est à la fois très belle et à la fois pas évidente. Fait que je veux juste nommer à quel point il y a énormément de travail invisible qui existe pour que vous soyez là, puis pour que vous ayez des événements de cette qualité. Bien qu'on n'est pas parfait, bien qu'on est toujours en train de s'améliorer, puis qu'on est vraiment dans l'humilité de on sait pas, j'ai la croyance que qu'est-ce qu'on offre ici, c'est d'une qualité qui est vraiment exceptionnelle. Parce que je suis quelqu'un qui suis extrêmement exigeante et on a l'intégrité à cœur dans comment on fait les choses. Fait qu'on porte ça, on parle de piliers, fait qu'on est 3 piliers du temple avec maintenant 4 avec Sylvie. Mathieu, Maya et moi, on a été comme, je me souviens d'un rituel où on s'est vus tous les 3. On était comme, ah! Et il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est-à-dire que c'est plus à nous de porter ça. La vision qui a émergé l'année dernière, on a fait une quête de vision avec Mathieu, Maya et Mine. On était au temple, on a pris des champignons, puis on a imaginé la suite. Et on a vu beaucoup, beaucoup de choses. Puis une des choses qui a émergé, c'est l'idée d'avoir un leadership partagé. Fait que plutôt que ce soit 3 personnes qui sont aussi facilitateurs, puis qui sont aussi service clientèle, puis qui sont aussi tout ça, qui sont aussi sur le CA, tu sais, les multi-chapeaux, que nous, on vienne juste déposer notre contenu dans quelque chose qui est supporté par la communauté. Et qu'il y ait une possibilité que les demandes de la communauté puissent exister. Parce que
Combien de fois je reçois des gens qui me disent « Hey, il faudrait que vous fassiez ça, puis il faudrait que telle personne, il faudrait qu'il y ait des événements plus queer, puis il faudrait qu'il y ait des aussi, puis genre, je suis comme « Génial, vous avez des idées incroyables, mais genre, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas la capacité de faire ça. Je sais pas comment faire ça. » Et on n'a pas non plus de structure pour supporter ces demandes-là. Genre, plein de gens qui voulaient être bénévoles, je sais même pas quoi leur dire parce que pour moi, la charge mentale de leur expliquer quoi faire, elle est pire que de le faire moi-même. Ça, c'est mon défaut. J'ai appris énormément à déléguer depuis 2 ans. Mais ça reste que je peux pas prendre toutes les idées. Fait qu'il y avait vraiment ce désir qu'il y ait cet espace-là. Et si on revient à nos valeurs, que j'ai changées légèrement dans la dernière année, les 3 valeurs principales de Ecstatic Temple, communauté, synergie. Donc, communauté et synergie. Fait que la synergie, c'est le être ensemble. C'est une valeur. Empowerment, donc autonomisation, capacité de se mettre en action, qui vient avec la capacité de choix. Et apprendre par l'expérience. Fait qu'il y a d'autres sous-valeurs, mais ça, c'est les 3 valeurs principales. C'est les 3 valeurs piliers. Et dans ma vision, de redonner, en fait, ce que je voulais faire avec l'OBNL et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est vraiment que la communauté soit en charge. Et que nous, on vienne juste offrir notre vision puis notre contenu, parce que c'est ça qu'on est bon à faire. Même si Mathieu est excellent avec des fichiers Excel, vraiment, et plein d'autres choses. C'est pas parce qu'on peut qu'on doit le faire, c'est pas parce qu'on peut qu'on est bon à le faire. Fait que pour supporter l'empowerment, on n'est plus dans une dynamique pyramidale. On veut créer une dynamique qui est plus horizontale, où il y a comme des endroits où ça peut popper puis ça peut exister. S'il y en a qui sont dans des communautés comme les communautés burner, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas la chose la plus efficace, mais ça fonctionne. Ceci dit, dans les grosses compagnies où c'est tout hiérarchique, c'est pas non plus le plus efficace. Fait qu'on est en train d'explorer. On sait pas. C'est encore un on sait pas. Mais si on parle de la suite dans ce qui se passe dans le monde et de l'émergence de quelque chose de différent qu'on est en train de créer ici, ça fait aussi partie de la suite. On est en train de changer des paradigmes au niveau mondial, au niveau collectif, de pyramide et de gourou, de quelqu'un qui sait puis qui est en charge de tout. Puis là, on voit tous les abus que ça a pu causer, vers quelque chose où on apprend tous les uns des autres. C'était vraiment important pour moi, au travers de tout ce processus, de pas me mettre en position de gourou. Même si, oui, je reconnais que je suis une leader de communauté parce que je prends la parole. Mais je reconnais aussi toutes vos expertises, vos expériences. Puis dans ce moment-là, je ne suis pas la personne la plus experte pour mettre en place ce nouveau système. Et je suis même plus la bonne personne pour diriger Ecstatic Temple dans la forme que ça a aujourd'hui. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai donné naissance à ce bébé, puis là, il y a un moment où je sais plus, honnêtement. Et je suis fatiguée. On est tous fatigués. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et ouais, j'ai vraiment eu un message très très clair. Je me souviens plus exactement quand, à l'automne, mais dans une conversation avec Mine, comme quoi je réalisais qu'il fallait que je me retire parce que tant que je restais où je suis, on allait continuer à fonctionner de l'ancienne manière. À cause du rôle que j'ai toujours occupé, à cause de ma personnalité, à cause de comment les gens me perçoivent. Et que le fait de me retirer, c'est aussi une partie pour laisser de l'espace à d'autres. C'est ouais, c'est pas évident, mais en même temps, ça fait du bien. Et que j'ai vraiment, vraiment confiance pour la suite. Je vais terminer là-dessus. Merci.